Oui, bonjour aussi à toutes et à tous et merci d'être venus. Donc, je ne vais pas répéter qu'on regrette que la situation sanitaire soit telle qu'on ne puisse pas faire en présentiel. Et en tout cas, ce cycle, eh bien, finalement, il arrive, donc on en est très content. Et ce cycle qui démarre aujourd'hui entend aborder la question de nos origines, depuis l'origine de la vie jusqu'à l'implantation sur toute la Terre des Homo sapiens. Et les Homo sapiens, c'est ceux qu'on appelle aussi les hommes modernes. Donc c'est un cycle qui, en fait, avait été suggéré par nos auditeurs. Et finalement, c'est un bon moment pour le faire parce que des avancées à la fois scientifiques, techniques et technologiques au cours des 10 à 15 dernières années ont vraiment considérablement enrichi nos connaissances en ce qui concerne l'origine des hommes modernes et vraiment a modifié la vision des choses qu'on pouvait avoir dans ces domaines, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années. Alors, c'est un sujet qui est très, très vaste, hein, bien sûr. Il est impossible de tout traiter. Et ce que nous avons choisi de faire, comme vous avez pu le voir sur le flyer, c'est d'avoir 4 conférences très différentes qui vont vous faire naviguer entre de la biochimie, de la chimie, de l'histoire de l'évolution, de la paléontologie, de la génétique, et puis au gré des conférenciers, je ne sais pas encore sur ce que vous allez découvrir. Donc, ce que nous espérons avec ça, c'est que ces présentations vous donneront l'envie d'en apprendre davantage et vous donneront aussi les bases pour pouvoir en apprendre davantage par vos lectures ultérieures ou par les médias. Alors, notre conférencier d'aujourd'hui, c'est le professeur Ludovic Julien. C'est un plaisir de l'accueillir. Donc, il travaille actuellement au laboratoire Pasteur du département chimie de l'École normale supérieure. C'est un chimiste qui a été formé à l'ENS et à l'Université Pierre et Marie Curie. Il a travaillé avec Jean-Marie Guen au Collège de France. Il a passé quelques années au CNRS, puis il est devenu professeur à Sorbonne Université et à l'ENS. Et surtout, le point sur lequel je veux insister, c'est que c'est un actif partisan de la pluridisciplinarité, en particulier à la triple interface biologie, chimie, physique. Par exemple, eh bien, il s'intéresse actuellement à la conception de systèmes chimiques assez comparables aux micro-organismes vivants. Alors, il est aussi en particulier expert en chimie des systèmes, expert en chimie supramoléculaire, en plein d'autres choses encore. Il va vous raconter ça. Alors, j'ai quelques annonces à vous faire. Ludovic Julien nous a dit tout à l'heure que si à un moment quelconque, eh bien, vous ne compreniez pas tout, si vous souhaitiez, il ne faut surtout pas être perdu. Donc, vous avez le droit, si vous ne comprenez pas, vous avez le droit d'interrompre, vous avez le droit de rallumer votre micro et de poser une question pour dire attention, là, il me faut une information supplémentaire. Et sinon, eh bien, à la fin de la conférence, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, ou bien sur le chat, ou bien directement en levant la main, on verra, en rallumant la vidéo, on verra ça à ce moment-là. Alors donc, Muriel vous a déjà demandé de fermer votre micro, donc j'espère que je n'ai rien oublié. Je vais aussi fermer le mien, et puis je vais donner la parole à Ludovic Julien pour cette conférence. Eh bien voilà, merci Annette. Donc je suis très content d'être avec vous ce soir pour vous parler de ce sujet. Je l'ai conçu en fait comme... On ne le voit plus, Monsieur Julien. Ah, on ne voit plus Monsieur Julien. Ah, ça c'est normal que vous ne voyez plus Monsieur on ne Julien. voit plus, dommage. Je ne sais pas si c'est dommage, mais en tout cas c'est plus important de voir l'écran. Et j'espère que de ce point de vue-là, vous le voyez. Alors, en revanche, il faut que j'arrive à faire passer... On le voit très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, donc je l'ai conçu comme une causerie, c'est-à-dire que il faut se sentir vraiment à l'aise pour m'interrompre. La durée, je n'ai pas de cadrage précis, donc du coup, je ne sais pas combien de temps vous m'accordez. Donc ça, j'ajusterai. En principe, c'est 1 heure.
D'accord, donc ça, c'est très, très généreux. Et puis, l'idée, c'est que fonction des questions, eh bien, je réduirai le cas échéant, mais de toute façon, 1 heure me semble très bien. Alors, comme l'a dit Annette, donc moi, je suis un chimiste qui travaille à l'interface entre la chimie, la physique et les sciences du vivant de manière générale. Et j'ai fait mes études, comme cela a été dit, à l'ENS et à Sorbonne Université à l'origine. Et quand je suis rentré à l'École normale supérieure, j'ai eu un intérêt fort pour les origines de la vie. Et il se trouve qu'en fait, à l'époque, on m'avait dit les origines de la vie, c'est un sujet de vieux chercheurs. Il ne faut surtout pas t'intéresser à cela. Et donc, du coup, j'ai fait l'essentiel de ma carrière sur d'autres thèmes que celui des origines de la vie. Et il se trouve, et j'aurai l'occasion de préciser un peu pourquoi, qu'on a un fort intérêt à l'heure actuelle sur cette problématique origine de la vie. Et ça va bien au-delà, on va dire, de la question même des origines de la vie. On va voir que c'est lié à l'évolution, finalement, des questions qui se posent en sciences et de manière plus spécifique en chimie. Alors là, je vais fermer en revanche les micros de tout le monde, si c'est possible. Voilà, merci à tous. Donc, avant de débuter la présentation, l'idée, c'est de questionner le titre. Donc, j'ai repris le titre qu'Annette avait proposé, donc « Origine de la vie sur Terre ». Et il y a 2 mots que je vais interroger. Le premier, c'est « terre », qui peut sembler un mot simple finalement, et le second, qui est « vie », qui est un mot dont vous allez voir qu'il est plus difficile à cerner en tant que phénomène. Alors, je vais commencer par parler de la Terre un tout petit peu, puisque cette image vue de l'espace de la Terre, vous la connaissez. Ça correspond donc bien à notre milieu, à celui dans lequel on vit. Et il se trouve que dans le cadre des réflexions actuelles sur les problématiques des origines de la vie, les astronomes sont des acteurs très importants. Et il se trouve qu'une des actions dans lesquelles je suis engagé est gérée précisément par l'Observatoire de Paris, qui se trouve finalement peut-être dans le 14e ou dans le 5e, je ne sais pas exactement de quel côté il est, du côté d'Enfer, entre d'Enfer-Rochereau et Port-Royal. Et nous avons l'occasion d'interagir beaucoup avec… C'est bien le 14e. Il est dans le 14e, dans ce cas-là, c'est parfait. Donc, on a l'occasion d'interagir beaucoup avec eux dans ce lieu merveilleux. Si vous avez l'occasion de visiter lors d'une journée porte ouverte l'Observatoire de Paris, c'est vraiment un des plus beaux lieux du 14e, certainement, mais même de Paris tout court. Et donc, il se trouve que les astronomes donc, ont progressé dans leur représentation de l'évolution du système solaire de manière générale et sont capables, au jour d'aujourd'hui, de nous donner un peu une histoire finalement de la planète Terre depuis sa création, donc qui remonte à peu près à 4,3 milliards d'années, c'est l'ordre de grandeur des évaluations à l'heure actuelle, de s'intéresser à la manière avec laquelle son orbite s'est stabilisée, de s'intéresser de la manière avec laquelle, eh bien, par exemple, l'eau qui se trouve sur Terre est arrivée sur Terre. Et à l'heure actuelle, c'est une des grosses questions scientifiques que de savoir d'où vient l'eau sur Terre. Est-ce qu'elle vient de la production d'eau par les roches qui étaient agglomérées et qui ont donné naissance à la Terre, ou bien est-ce que finalement c'est une alimentation par l'espace, donc par des chutes de comètes essentiellement, donc postérieure à la formation de la planète, qui est à l'origine de l'eau. Et donc il y a plein de questions fondamentales, très importantes pour la réflexion physico-chimique sur les origines de la vie, qui sont à l'heure actuelle abordées par les astronomes, en particulier à l'aune de la découverte des exoplanètes, pour une raison donc, que je vais représenter. Donc, si on essaie de se résumer, du point de vue de la planète Terre, par rapport à la question des origines de la vie, on remonte à 4,3 milliards d'années et on essaie d'imaginer à quoi pouvait ressembler cette Terre. Et donc, on a des éléments manquants importants
aujourd'hui quand tu as par exemple l'eau, la question de savoir à quel moment elle apparaît et de quelle manière. Et il en va de même pour d'autres éléments légers, des éléments chimiques, pour lesquels l'origine des éléments n'est pas encore totalement, on va dire, clarifiée. Donc, au niveau de la Terre, on va voir cela comme finalement un milieu dans lequel va se dérouler de la chimie. Et en tant que chimiste, quand je regarde la planète Terre, pour moi, c'est un gros réacteur chimique. Et c'est vraiment comme ça que je vais l'envisager par la suite. Alors, la vie, la origine de la vie, c'est quelque chose en fait qui est beaucoup plus délicat à cerner. Quand on essaie de regarder, vous pouvez le faire sur Internet, les définitions de la vie, on n'a pas un consensus précis sur ce qu'est la vie, et de la même manière qu'on n'a pas une définition précise de ce qui est vivant par rapport à ce qui est non vivant. Et on va voir que c'est un des enjeux en fait de la recherche contemporaine en chimie, que d'arriver justement à qualifier un système de vivant par rapport à un système qui ne l'est pas. Donc quand on regarde sur Internet les définitions de la vie, on trouve par exemple la définition de la NASA qui a été proposée entre autres par Carl Sagan dans les années 1980. Et donc c'est défini avec des mots assez compliqués finalement, comme un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Alors, système, c'est cette idée qu'on va avoir un milieu dans lequel il y a plusieurs composants, et je reviendrai sur cette idée plus tard. Chimique, évidemment, ça me satisfait. Disons qu'il va y avoir effectivement des objets de la chimie, des molécules, des réactions chimiques. Auto-entretenu, c'est une idée un peu plus complexe. C'est cette idée qu'un être vivant va être capable finalement de mobiliser sa propre matière dans son environnement d'une manière autonome. C'est-à-dire que finalement, un être vivant va aller se nourrir et trouver dans son environnement la nourriture. On n'est pas obligé finalement de le nourrir d'une manière un peu finaliste. Le dernier point est très important, c'est cette idée d'évolution darwinienne. Donc, dans l'idée d'évolution darwinienne, il y a cette idée que des êtres vivants se reproduisent, et pour l'essentiel, ils se reproduisent à l'identique, entre guillemets, même bien sûr s'il y a des variabilités au niveau génétique, ce qui fait que quand un couple a des enfants, eh bien, essentiellement, les enfants, du point de vue morphologique, ressemblent à des êtres humains. Et il n'y a pas une divergence très, très rapide de ce point de vue. Néanmoins, il y a des modifications qui interviennent sur une échelle de temps long et qui font qu'on ne se reproduit pas exactement à l'identique. Et donc, on a ce phénomène d'évolution lente qui fait qu'on garde finalement des effets de mémoire dans le cadre de la filiation, mais néanmoins avec une certaine dérive. Et donc, cette question de savoir comment, en chimie, on peut faire apparaître cette notion d'évolution qui est plutôt propre à la biologie, c'est une grosse question contemporaine, on va dire, de la physico-chimie au jour d'aujourd'hui. Donc, on va essayer de partir de cette définition, on essaiera d'y mettre du sens au cours de la présentation. Et puis, donc, plutôt que de vous faire un récit de ce qu'a été les origines de la vie, et je vais tout de suite vous décevoir, on n'est pas capable d'établir ce récit au jour d'aujourd'hui, et on ne l'est pas doublement. On ne l'est pas d'une part parce qu'on n'a pas l'information scientifique pour conceptualiser réellement la transition depuis la planète telle que je vous l'ai montré jusqu'à l'émergence des êtres vivants sur la planète Terre. Et d'autre part, c'est un événement unique dans l'histoire de la planète. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience qu'on peut reproduire. Dans les sciences de la nature, et en particulier les sciences physiques, la validation d'une représentation théorique passe par l'expérience. Et donc, pour être capable de valider un scénario d'émergence de la vie sur Terre,
il faudrait être capable finalement de reproduire l'émergence de la vie. Ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est apparu qu'une seule fois et qui s'est déroulé sur des échelles de temps importantes. Donc, il y a plein de questions qui sont liées à la validation des scénarios qu'on peut imaginer sur les origines de la vie sur Terre. Donc, du coup, plutôt que de fournir un récit, j'ai préféré poser des questions. Alors, poser des questions, c'est assez intéressant, en fait, parce qu'en science, il y a autant d'intérêt souvent dans la question que dans la réponse. Et l'évolution des questions au cours de l'histoire vous donne une idée de l'évolution de la connaissance, précisément scientifique. Donc ici, j'ai listé quelques questions qu'on va regarder et qui sont représentatives des questions contemporaines dans le cadre de l'origine de la vie. Parce qu'il faut bien voir que du point de vue historique, la question des origines et de l'origine de la vie, c'est une vieille question. Elle démarre dans l'Antiquité, elle prend une acuité très, très importante, par exemple, au XIXe siècle, dans la seconde moitié, quand Louis Pasteur va démontrer que la génération spontanée n'existe pas. Et donc, c'est un vieux sujet qui a été revisité de manière récurrente, avec des questions et des réponses qui ont évolué au cours du temps. Donc ici, vous avez quelques questions qui sont représentatives des questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, la première, donc, elle est très générique. Comment la vie a-t-elle débuté sur Terre? Elle a été posée depuis très, très longtemps. La seconde est plus ouverte, c'est-à-dire comment la vie aurait-elle pu débuter sur Terre? C'est cette idée qu'il y aurait pu y avoir d'autres scénarios aboutissant à l'émergence d'un phénomène tel que la vie. Et donc, c'est cette question d'interroger l'unicité précisément de l'émergence de la vie sur Terre. Et c'est une question au jour d'aujourd'hui qui est ouverte, de savoir finalement s'il y a eu plusieurs démarrages de vie au pluriel, ou bien s'il n'y en a eu qu'une seule qui a colonisé la totalité de la planète parce qu'elle a été particulièrement efficace pour se disséminer. Alors, d'une manière plus, on va dire, périmétrée sur mon champ disciplinaire qui est celui de la chimie, il y a deux questions qui se posent. Il y en a une, la première, quelle chimie pour l'abiogénèse? Donc là, c'est des mots un peu scientifiques. Donc, c'est cette idée qu'on va avoir la transition entre un monde sans être vivant au démarrage, mais qui a des briques chimiques dans le milieu, et puis finalement qui, à force de réactions chimiques, fait émerger des êtres vivants. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a qu'une seule chimie qui permet de faire émerger des êtres vivants, celle qui est présente chez les êtres vivants au jour d'aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il existe d'autres chimies qui pourraient donner naissance à des êtres vivants? Et ça, c'est une question qui a été, on va dire, au cœur du questionnement dans les années 1960, jusqu'à 1980, 90. Et on n'a pas de conclusion définitive au jour d'aujourd'hui sur cette question. Alors, ça, on va revenir un petit peu sur cette notion de quelle chimie pour la biogénèse, même si je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Et si on, disons, s'éloigne un petit peu de ces aspects de structure des objets, on peut s'intéresser à un niveau un peu supérieur qui est celui de ce qu'on appelle les réactions chimiques. C'est-à-dire qu'en chimie, vous avez d'une part des molécules qui subissent des transformations et ces transformations sont gouvernées par des réactions chimiques. Donc deux types d'objets, les molécules et les réactions qui les transforment en produits. Et donc, on se pose la question, et c'est beaucoup plus contemporain finalement que quelle chimie pour la biogénèse, de savoir finalement quelle réaction, mais pas au sens d'une vision spécifique des transformations à l'œuvre, mais plutôt d'aspects qu'on appellerait topologiques, des réseaux, de la manière avec laquelle finalement les molécules sont liées les unes aux autres dans des réactions chimiques pour donner naissance aux êtres vivants.
Et il faut bien voir que ici, on s'intéresse à l'origine de la vie dans un cadre qui est celui de la chimie. On reste dans le cadre des définitions telles qu'elles sont données par la NASA, mais il faut voir néanmoins qu'on peut imaginer. Y a-t-il un problème? Oui, non, il n'y a pas de problème, c'est que mon micro a été coupé. Je disais donc, je me restreins dans la suite à la question de l'origine de la vie biologique, mais il est clair que par rapport à la représentation conceptuelle qu'on a d'un être vivant comme un système qu'on appelle complexe en physique, on peut se poser la question de savoir s'il existe d'autres échelles que celle des molécules pour faire émerger des êtres vivants. Par exemple, il y a des romans de science-fiction qui explorent la possibilité d'avoir des êtres vivants à l'échelle de galaxies par des interactions impliquant des étoiles, des planètes, avec des modes d'organisation assez voisins de ceux de la chimie dans les êtres vivants. Donc du coup, ici, je me restreins de manière forte sur l'origine de la vie telle qu'on la connaît en biologie, mais la question de savoir si on pourrait avoir des êtres vivants à l'échelle des galaxies ou à l'échelle des noyaux des atomes, par exemple, est une question ouverte et assez intéressante, en fait. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des astronomes. Le prix Nobel de physique a été attribué il y a quelques années pour la découverte des exoplanètes, donc le fait que dans d'autres galaxies, liées à d'autres étoiles, on a des planètes qui orbitent autour de ces étoiles. Et donc, les astronomes se posent la question de savoir est-ce que sur ces exoplanètes, dont ils peuvent caractériser certains éléments, ils peuvent avoir une idée de la densité de la planète, ils peuvent avoir une idée de la durée du jour, de la durée de l'année, et ils spéculent à partir de ces caractéristiques-là sur les conditions physico-chimiques sur les exoplanètes. Et ils viennent voir des chimistes et des physico-chimistes et nous demandent, à ton avis, est-ce qu'il peut y avoir de la vie sur ces exoplanètes? Et donc ça pose le problème d'une manière évidemment très, très différente parce que ces exoplanètes peuvent être caractérisées par une température très différente de celle sur Terre, par une pression très différente, par jusqu'à un certain point une composition de la planète différente. Et du coup, on est amené à interroger ce qu'un être vivant sur une planète de ce type pourrait mobiliser comme chimie pour être vivant, précisément. Et ce sont des questions très, très importantes du point de vue de l'astronomie, puisque quand vous voulez organiser une expédition spatiale, par exemple pour envoyer un télescope qui va réaliser des observations, il faut environ 30 ans pour, disons, mettre en place une telle expédition, et les coûts sont milliards d'euros, et il faut savoir ce qu'on cherche. Et une fois qu'on a décidé ce qu'on va chercher, c'est parti pour 30 ans. Et donc, ils viennent nous voir et ils nous disent, que ce soit la NASA ou même l'ESA, donc l'Europe, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde pour savoir s'il y a des êtres vivants sur ces exoplanètes? Et donc là, on est dans des problématiques justement d'interprétation de ce que peut être un être vivant dans un contexte chimie et physique très différent de celui qu'on connaît sur Terre. La dernière question, qui est une question en fait ouverte, c'est quelle est la probabilité de la vie dans l'univers? Est-ce que la vie est un phénomène unique ou est-ce que c'est un phénomène banal? Et cette question-là est importante et jusqu'à un certain point, si vous me demandez mon avis au jour d'aujourd'hui, je pense que la vie est un phénomène assez banal. Après, je ne vivrai pas assez longtemps pour pouvoir le vérifier, que ce soit à travers des expériences de création de vie ou bien à travers l'observation d'exoplanètes, justement. Donc voilà quelques questions qui illustrent le questionnement des chercheurs dans ce domaine-là au jour d'aujourd'hui. Alors,
pour commencer donc, mon propos, un petit jeu, même si on ne va pas avoir l'occasion de voter ici, qui est chasser l'intrus, c'est-à-dire que je vais me placer en tant que chimiste et on me propose 4 objets en me disant il faut que tu en élimines un parce qu'il est singulier. Et donc, c'est un test que je fais très souvent avec mes étudiants pour voir comment ils réagissent. Alors, la réponse, elle est, en fait, on apprend beaucoup plus des observateurs, donc de ceux qui jouent, que réellement des systèmes qui apparaissent sur ces images à travers les réponses qui sont fournies. Moi, j'ai des étudiants qui vont me dire c'est ça qui est singulier, c'est un objet technologique, par exemple. Ce n'est pas une mauvaise réponse. Moi, de mon point de vue, quand je regarde ces 4 objets, il y a un objet avec mes yeux de chimiste qui ne va pas. Et cet objet-là, il est là. C'est une cellule vivante. Alors, pourquoi est-ce qu'il me pose un questionnement? Je vais vous donner quelques arguments ici, qui sont des arguments de chimie par certains côtés, mais qui me semblent intelligibles. Alors, en fait, quand on observe une cellule vivante, donc une cellule vivante, ça fait 10 micromètres, donc c'est 1/100 de millimètre. Donc, c'est des objets petits. Et ça se présente en fait comme une micro-gouttelette de solution aqueuse, d'eau, donc. Et puis autour, une petite paroi lipidique, donc huileuse. Alors, quand on observe ce système-là et qu'on le compare avec bien ce qu'on manipule en chimie depuis l'émergence de la chimie moderne, c'est-à-dire le début du 19e siècle, on s'aperçoit pour commencer que dans cette solution aqueuse, à l'intérieur de la cellule, il y a beaucoup d'autres molécules que l'eau. En fait, c'est un milieu qui est très, très concentré. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme solution aqueuse sur Terre? La bonne référence, et c'est important du point de vue des origines de la vie, c'est l'eau de mer. Donc, si on regarde l'eau de mer, en fait, elle est assez concentrée en ions, ceux que vous allez trouver dans votre cuisine, du chlorure de sodium, par exemple, mais pas uniquement. Mais quand on examine ce qu'on appelle la matière organique, au niveau de la matière organique, en revanche, il y a très peu de matière organique dans l'eau de mer en termes de concentration, en fait. Si on prend 1 litre d'eau de mer, on va trouver peu de molécules organiques à l'intérieur. Alors que dans une cellule, on est quasiment à touche-touche entre ces molécules organiques. Donc, il faut imaginer ça comme un petit sac bien rempli de matière. Or, ça coûte de l'énergie, en fait, d'arriver à concentrer de la matière dans un petit sac comme cela. Et c'est un des challenges que d'arriver à expliquer comment, finalement, on peut concentrer de la matière, justement, dans un être vivant. Le deuxième point, qui est assez singulier pour un chimiste qui a fait des études, on va dire, selon les canons depuis le 19e siècle, c'est que l'objet, on va dire, fondateur de la chimie moderne, c'est ce qu'on appelle le corps pur. Et c'est ce qui a débouché sur l'émergence de la Bible des chimistes, qu'on appelle la classification périodique, qui est cette liste d'éléments qui constituent en fait la matière dans l'univers. Pour arriver à la construire, ce qui a été l'œuvre d'un chimiste russe qui s'appelait Mendeleïev, il a fallu réaliser des opérations de purification qui ont joué un rôle très important, où il y a eu des développements méthodologiques, des développements des méthodes de caractérisation qui ont pris plusieurs dizaines d'années pour arriver à avoir des critères de pureté. Et donc, tous les chimistes, quand on leur parle justement de leur système de référence, on a ces corps purs. Or, une cellule, typiquement donc dans ce centième de millimètre, ça contient environ entre 1 et 10 millions de types différents de molécules. Donc, il faut imaginer ça comme une population extrêmement variée qui va contenir beaucoup d'acteurs et à des concentrations en fait très variées. Alors, l'idée de la concentration, c'est de dénombrer combien de molécules on a dans un volume donné.
Il se trouve qu'il y a une molécule fondatrice en biologie qu'on appelle l'ADN, et vous avez une molécule d'ADN dans une cellule. Et puis vous avez des molécules, au contraire, qui sont beaucoup plus présentes. Par exemple, le glucose, qui est présent à une concentration 1 milliard de fois supérieure à l'ADN, par exemple. Donc il y a à la fois cette complexité en termes de composition, mais aussi une complexité en termes de différentes concentrations à l'intérieur du système. Le troisième point qui est très bizarre pour un chimiste, c'est qu'une cellule, c'est fragile comme objet, fondamentalement. Alors qu'est-ce que j'entends par fragile ici? J'entends que quand en général, vous achetez un article, par exemple, prenons une table, j'ai une table devant moi, ce que vous voulez d'une bonne table, c'est qu'elle soit solide. Et à la limite, si vous l'avez payée suffisamment cher, vous voulez que vos enfants puissent en hériter. En biologie, ça ne se passe pas du tout comme ça. En biologie, les choses sont en permanence construites et déconstruites. Et quand on analyse les bilans énergétiques, un être vivant consomme autant d'énergie, par exemple autant de nourriture, pour se construire et pour se dégrader. Et finalement, il faut imaginer que cette matière vivante, elle est dans un état qu'on appelle un état stationnaire, qui est en quelque sorte le point d'équilibre entre sa construction et sa dégradation. Ce n'est pas du tout dans, on va dire, les représentations des chimistes et des mondes modernes à l'heure actuelle. On nous parle beaucoup d'écologie, d'environnement. Néanmoins, quand on fait des pneus chez Michelin, c'est des pneus idéalement pour l'éternité. Et on a du coup des collections de pneus monstrueux qu'il faut gérer, mais ils ne sont pas conçus pour se dégrader. De la même manière, quand vous subissez un traitement thérapeutique, en particulier les antibiotiques ou bien des perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans le milieu, ces molécules ont une action thérapeutique, mais vous allez les rejeter par exemple par le système urinaire quand c'est en excès, elles sont dispersées dans le milieu et les objets ne sont pas dégradables. Du coup, on n'est pas du tout dans ce cadre, on va dire, de la matière vivante qui est à la fois à construire et à déconstruire. Un autre point qui est très singulier, c'est celui, quand on regarde la structure finalement de cette cellule, ici c'est un marquage avec ce qu'on appelle des marqueurs fluorescents qui donnent ces jolies couleurs et qui permettent de repérer certains des acteurs à l'intérieur des cellules, eh bien on s'aperçoit tout de suite que ce n'est pas comme disons un diabolo-grenadine dans lequel on aurait homogénéité complètement de la couleur rouge à l'intérieur du système. On a une distribution hétérogène. Et ça, c'est très singulier de réussir parce qu'on n'a pas de LED pour arriver à maintenir ces molécules d'une manière si simple à l'intérieur de la cellule, puisque c'est de l'eau. Donc, cette question d'arriver à avoir une organisation spatiale de l'objet, c'est une propriété vraiment très particulière de la matière vivante. Une autre propriété qui est intéressante, c'est qu'une cellule, finalement, par exemple une bactérie, vous avez dû entendre parler des bactéries, elle est susceptible de s'adapter d'une manière considérable à l'environnement. Il existe par exemple des bactéries qu'on appelle des psychrophiles, qui sont des bactéries qui arrivent à vivre à de très basses températures, et il se trouve que la chimie qu'elles vont réaliser est complètement modifiée par un changement de l'environnement. Ce qui veut dire que finalement, une cellule arrive de manière autonome à se reprogrammer complètement du point de vue de la totalité des processus dont elle est l'objet. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très singulier et qu'on ne sait pas faire en chimie. À nouveau, quand vous avez acheté une table, le soir, elle ne se transforme pas en lit. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des grands appartements. Dans le cas de la matière vivante, on n'est pas du tout dans cette situation. Il y a la possibilité, en fonction des changements d'environnement, de vous modifier pour vous adapter à l'environnement. Un autre point, ici avec un terme assez scientifique, j'ai mis une cellule est dissipative. Elle consomme continuellement de l'énergie.
Alors, on reviendra un petit peu sur ce point-là. J'ai parlé d'être vivant et je ne l'ai pas opposé à mort. La question de savoir ce qu'est un système mort, vu du point de vue de la physico-chimie, précisément, c'est ce qui vous arrive quand vous ne consommez plus d'énergie. Typiquement, si vous arrêtez de manger, si vous arrêtez de respirer, le système biologique ne fonctionne plus et votre matière va évoluer vers une forme qui est une forme morte et qui correspond en fait à un système, on va dire, physico-chimique qui évolue vers l'équilibre ou même qui est à l'équilibre chimique, donc qui correspond à une certaine forme de minimum d'énergie libre, comme on dit, et qui correspond à cet état immuable de la matière. Donc en fait, Claude Bernard, au 19e, dit « vivre, c'est résister à la mort ». Et précisément, la manière de résister à la mort, c'est de vous nourrir d'énergie. Alors, il y a plusieurs manières de se nourrir d'énergie, on va en reparler. Les plantes utilisent la lumière du soleil. Les hétérotrophes, dont nous faisons partie, n'arrivent pas à utiliser la lumière solaire pour se nourrir, donc ils sont amenés à consommer de la nourriture pour arriver justement à demeurer vivants en extrayant de l'énergie chimique de la matière que vous consommez. Une autre caractéristique très particulière de la matière vivante, c'est sa dynamique, et qui est très différente de celle qu'on connaît dans les systèmes chimiques standards. Par exemple, bien après cette présentation, en espérant, pas pendant la présentation, vous allez avoir envie de vous endormir et puis, si tout se passe bien, le lendemain matin, de vous réveiller. Donc, cette idée qu'on voit apparaître des comportements temporels particuliers associés à la matière vivante, c'est quelque chose qui est très, très peu classique en chimie. Et si vous regardez les objets manufacturés que vous avez autour de vous, ils n'ont pas du tout ces comportements qu'on retrouve dans la matière vivante. Et le dernier point, c'est que la matière vivante, finalement, une cellule, c'est un résultat historique. Et en fait, cette idée que la biologie et les formes vivantes autour de vous sont le résultat de l'histoire et qu'elles n'ont une intelligibilité qu'au travers justement de cette profondeur historique de 4 milliards d'années dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Il n'y a pas une intelligibilité en observant le présent. Il faut vraiment avoir toute cette profondeur évolutive et historique pour donner du sens à l'organisation actuelle. Donc du coup, quand un chimiste regarde vie, matière vivante, il se dit « waouh, c'est loin de mon camp de base », on va dire. Alors du coup, il y a deux manières de réagir. Soit vous dites « bon, bah, je ne veux pas le voir parce que je ne sais pas comment faire », soit vous vous dites « tiens, il y a quelque chose d'intéressant ». Alors, en quoi c'est intéressant ? Ici, l'idée que je vais essayer de faire passer, c'est que attaquer la question des origines de la vie, ça revient à attaquer la question, est-ce qu'on peut synthétiser des êtres vivants de la même manière qu'on synthétise des matériaux en chimie? Et du coup, est-ce que cela présente un intérêt que de synthétiser de la matière vivante? Donc, on a vu des qualités ou des propriétés dans la diapositive précedente qui sont celles de la matière vivante. Donc, il faut voir, si on se place dans la perspective historique, en particulier du 19e siècle, de ce qu'un chimiste fait des choses qui servent, qui sont utiles, de vous poser la question de savoir, en tant qu'être vivant, est-ce qu'il y a un intérêt, finalement, à avoir de la matière vivante? Alors, si on essaie de poser cette question en ces termes, qui est une manière réductionniste finalement d'aborder la question, on va s'apercevoir en fait que, c'est un peu ce que j'ai dit auparavant, la matière vivante gère très très bien les aspects de matière et énergie en termes de minimiser finalement la quantité d'énergie pour arriver à se maintenir et gérer correctement la matière à la fois par la synthèse et par la décomposition. Donc, si on parle
d'écologie, d'environnement durable, de soutenabilité, il est évident que la gestion à la fois de la matière et de l'énergie telle qu'elle est pratiquée par les êtres vivants est intéressante. Deuxième caractéristique dont j'ai un petit peu parlé, c'est cette idée de l'adaptation, ce qu'on appelle, qui est une manifestation d'un programme sous-jacent, ce qu'on appelle en biologie des phénotypes. Donc cette question d'essayer d'avoir une matière chimique qui aurait cette capacité de s'adapter un petit peu à volonté en fonction des environnements, c'est quelque chose évidemment qui peut être attractif, avec un corollaire qui est que quand vous allez précisément construire une table, eh bien, ça reste une table. Elle n'a pas d'autonomie. La table, elle a été programmée pour être table, et quand vous allez vous réveiller demain matin, ce sera toujours une table. À partir du moment où vous synthétisez de la matière qui a les propriétés du vivant, vous pouvez avoir des surprises. C'est-à-dire qu'elle aura une autonomie sur son comportement que n'a pas la matière telle qu'on la connaît actuellement en chimie. Donc, on peut utiliser à travers justement ces capacités d'adaptation de la matière vivante pour finalement rapporter de son environnement. C'est ce qu'on fait historiquement en mettant une carpe ou un poisson dans l'eau des rivières et on regarde si le poisson reste vivant, ce qui vous donne une indication de pollution. Au jour d'aujourd'hui, on peut le faire de manière plus élaborée en questionnant finalement la cellule comme par exemple un indicateur de la qualité de l'eau, mais d'une manière beaucoup, beaucoup plus riche que ce qu'on peut faire avec un poisson, par exemple. Et puis le dernier point qui peut être intéressant, c'est que je vous ai dit qu'une cellule, c'est le résultat de l'histoire. Et du coup, si on savait lire l'organisation de la cellule, quelque part, elle nous raconte l'histoire de la Terre depuis les origines. Donc on a 4 milliards d'années de conditions physico-chimiques et d'événements qui sont contenus dans un petit paquet de solutions aqueuses qui fait 1/100 de millimètre. Alors juste pour préciser un petit peu les choses, et là c'est des jeux par certains côtés, vous savez peut-être par exemple qu'on a inscrit la Bible dans le génome d'une bactérie par exemple. Et une bactérie se divise, ce qui signifie, et on peut avoir des modes de correction d'erreur, qu'on est capable d'encoder des bibliothèques dans des bactéries au jour d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage de manière massive, mais néanmoins, si on voit quelle est la durée de vie d'un CD-ROM, par exemple, ou d'une bande magnétique, demander à un être vivant d'encoder de l'information telle qu'un grand livre ou d'autres types d'informations, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, au bilan, il y a pas mal de champs applicatifs où on peut trouver un intérêt à synthétiser de la matière vivante. Et finalement, que ça soit cette question de synthétiser des êtres vivants ou bien de problématiser la transition de la matière chimique à la matière vivante, finalement, c'est la même question. Sauf que la question de synthétiser de la matière vivante peut se gérer expérimentalement et être évaluée, tandis que la question de savoir si on a trouvé le scénario de l'origine de la vie sur Terre ne pourra jamais être évaluée. Donc, voilà un petit peu, disons, la mise en perspective du questionnement des origines de la vie. Les enjeux au jour d'aujourd'hui pour le champ disciplinaire chimie, c'est celui en arrière-plan de est-ce que les chimistes sont capables de synthétiser de la matière vivante et donc de conceptualiser la transition d'une matière inerte à une matière vivante. Alors, c'est ce que je vais illustrer donc, en mettant la vie comme un défi de chimie. Alors, prenons donc cette belle image à nouveau qui est celle d'une cellule. Donc, l'objet que vous voyez à l'heure actuelle, donc ça, c'est typiquement 1/100 de millimètre. C'est donc un objet qui est très, très petit, avec, comme vous le voyez, beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de molécules. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, si je prends un de mes étudiants et que je lui demande, c'est ça que tu dois synthétiser,
il faut qu'il arrive à avoir un plan. Et donc, la question, c'est comment on peut lire un objet pareil pour arriver justement à le reproduire. Alors, il y a deux manières, à nouveau, d'aborder le problème et qui correspondent à deux approches qui ont été utilisées historiquement pour penser cette question de l'émergence de la matière vivante ou des origines de la vie. Première possibilité, c'est de se dire, eh bien, ce que je vois ici, ce sont des molécules, c'est-à-dire il y a plein d'acteurs à l'intérieur de cette cellule que je vois au jour d'aujourd'hui. Et finalement, si j'arrive à construire une enclave, un petit sac lipidique tel que j'en parlais tout à l'heure, dans lequel je vais mettre tous ces objets, eh bien, je vais obtenir une cellule vivante. Donc ça a été, on va dire, une stratégie très utilisée en fait en chimie dite prébiotique depuis à peu près, on va dire, le début du XXe siècle, avec la volonté d'essayer de reproduire morphologiquement et dans la composition ce qu'on est en train de voir au niveau de cette diapositive. Donc l'autre approche qui a été utilisée, qui est conceptuellement un peu plus élaborée, c'est de dire que ce qu'on voit, c'est le résultat de processus sous-jacents. C'est-à-dire qu'en fait, cette organisation-là, elle résulte de tout un tas d'interactions entre les molécules du système, de manière avec laquelle elles réagissent les unes avec les autres, avec une certaine complexité. Et donc, ça déporte le plan pour reproduire cet objet de sa composition vers son organisation en termes de l'algorithme finalement sous-jacent qui permettent d'organiser ces molécules pour aboutir à cet objet. Et donc, ça a donné lieu à deux champs dans le cadre des origines de la vie. Le premier, c'est essentiellement ce qu'on appelle la chimie prébiotique et qui va jusqu'à la cellule artificielle dans le cadre des chimistes. Et puis le second, c'est ce qu'on appelle les métabolistes, qui eux sont plus dans le questionnement justement de est-ce qu'on peut reproduire finalement l'algorithme qui donne naissance à des organisations aussi complexes. Donc, je viens de donner les éléments. Donc, si on réfléchit, première approche chimie prébiotique, ce sont les molécules qu'on vise, avec une question qui est délicate à aborder, qui est celle de fossiles. Du point de vue évolutif, en biologie, on trouve des fossiles d'une faune à peu près depuis Ediacara, donc 650 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, sous forme de coquillages, sous forme d'ossements, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu des dinosaures, des ammonites, etc., etc. En chimie, si on se pose la question de savoir quelle chimie a eu lieu et quand, admettons, il y a 3,5 milliards d'années, pour donner des idées, ça pose la question de savoir qu'est-ce que ça peut être qu'un fossile en chimie. Et donc, on connaît les briques de la matière vivante en termes de molécules chimiques telles qu'on les voit au jour d'aujourd'hui, mais la question de savoir quelle est la distance entre ces molécules d'aujourd'hui et ce qui a été mis en œuvre il y a 3,5 milliards d'années ou 4 milliards d'années, c'est un pari. Alors pourquoi c'est un pari? Quelle est la durée de vie d'une molécule? Dans les conditions, on va dire, classiques sur Terre, c'est-à-dire pression atmosphérique, température de l'ordre de la température ambiante, il y a des réactions chimiques particulièrement lentes. Prenons par exemple ce qu'on appelle l'hydrolyse des polysaccharides, donc l'amidon par exemple, en absence d'enzymes, eh bien, à la durée de vie, c'est 2 millions d'années. Mais ça correspond à une chimie très, très lente. La majeure partie des réactions chimiques interviennent beaucoup plus rapidement. Donc, du coup, on se dit, bah oui, non, mais c'est pas possible de spéculer que l'organisation d'aujourd'hui, du point de vue des molécules,
correspond à l'organisation d'il y a 4 milliards d'années, puisque la durée de vie des objets, en termes de réaction, est beaucoup plus courte. Néanmoins, grâce à cette propriété spécifique de la matière vivante, on va dire de se reproduire à l'identique ou quasiment à l'identique, on a quand même cette idée que l'organisation d'aujourd'hui doit être pas si éloignée que ça de l'organisation d'il y a 3,5 à 4 milliards d'années. Donc, ça a été à partir de là une source d'inspiration que d'essayer de reproduire des molécules contemporaines, de la matière vivante contemporaine, et de voir quelles peuvent être les réactions chimiques donnant lieu à la formation de ces objets. Et ça, c'est très représentatif de l'approche de Jean-Pierre Sauvage, de James Stoddart et de Ben Feringa, qui ont obtenu le prix Nobel en 2016 en chimie à cause de leurs travaux sur les machines moléculaires. C'est donc cette vision de se concentrer sur des objets et en particulier sur l'ARN, l'acide ribonucléotide, qui est une molécule que beaucoup de chimistes dans les années 1980-1990 ont considérée comme étant une clé de l'évolution moléculaire menant du monde inerte au monde vivant. Alors, ça pose beaucoup de questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Au jour d'aujourd'hui, c'est contesté et on pourra fournir quelques arguments par rapport à cela. La deuxième approche dont j'ai parlé, c'est celle qui va considérer plutôt que ce qui caractérise les systèmes vivants, ce sont les processus dont ils sont le siège, la manière avec laquelle on a des réactions qui se déroulent avec des phénomènes de complexification liés à des phénomènes qu'on appelle de régulation dans le cadre de la biologie. Et là, la manière avec laquelle la question se pose est assez différente. Pour réussir à faire de la chimie, il faut qu'il y ait une force motrice. Deux objets réagissent entre eux quand ils ont envie de réagir. Et le principe qui fait qu'ils réagissent est celui de la dissipation d'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir dans un état initial un excès d'énergie dans les molécules dites réactives, et puis finalement le fait qu'elles réagissent se traduit par une dégradation en quelque sorte de l'énergie. Et donc l'idée a été de se dire, eh bien, comme principe d'évolution, regardons quelles ont été les sources d'énergie sur Terre initialement et essayons de voir si ces sources d'énergie initiales sur Terre peuvent donner lieu à des phénomènes de complexification par réalisation de réactions chimiques. Alors, si on regarde sur Terre, initialement, il y a 4 milliards d'années, oui, c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur, 4 milliards d'années, qu'est-ce qu'on a comme réservoir d'énergie sur Terre? Alors, là, il faut revenir au démarrage, à la manière avec laquelle la Terre se forme. Donc, la Terre, essentiellement, se forme à partir de poussière interstellaire. Donc, ce sont des petits grains de matière. Il y a de l'eau, vraisemblablement, mais il y a d'autres éléments, des silicates, enfin, pas mal d'autres éléments. Et l'idée, c'est que l'accrétion va s'effectuer, va donner naissance à la formation donc, de la planète telle qu'on la connaît, avec une croûte de la planète, une enveloppe solide, qui finalement a une composition chimique qui n'est pas en équilibre avec les enveloppes fluides que sont l'eau, d'une part, à sa surface, et les gaz de l'atmosphère terrestre. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène de formation de la planète a été rapide, de telle sorte que la croûte terrestre a envie de réagir chimiquement avec l'eau et avec les enveloppes gazeuses. Et ça continue. C'est-à-dire que cette situation dite de hors équilibre, elle existe depuis 4 milliards d'années sur Terre. Et donc, en fait, la croûte a envie de réagir avec l'eau. Pour illustrer ça, j'ai choisi ici la rouille. Donc, vous avez en l'occurrence un
un métal, typiquement le fer, qui réagit très très lentement avec l'oxygène contenu dans l'atmosphère terrestre. Eh bien, sur Terre, il y a de l'énergie dans le fait que les enveloppes fluides réagissent très lentement, très très lentement avec la croûte terrestre. Et donc, si on a un processus qui peut accélérer cela, il y a de la place pour son émergence. Et en gros, on imagine que la vie est précisément un processus qui a pu jouer ce rôle. Deuxième possibilité en termes de sources d'énergie sur Terre, vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle les vents hydrothermaux, qui sont des montées d'eau à très haute température, typiquement de l'ordre de 250 degrés Celsius, au niveau des rifts océaniques, donc à très grande profondeur, donc très grande pression, ce qui fait que précisément on peut avoir de l'eau qui est à très très haute température, beaucoup plus que la température d'ébullition à la surface de la planète. Et donc on se retrouve à avoir des colonnes, donc telles qu'on les voit ici, des colonnes d'eau chaude très chargées en fait en sels minéraux à une température d'environ 250 degrés, plus d'autres caractéristiques physico-chimiques, de pH, de caractère réducteur, et qui monte donc à l'intérieur d'une eau de mer qui typiquement est à une température de l'ordre de 2 degrés. Et donc ça s'effectue en règle générale dans des milieux minéraux poreux, et on a des variations de température de l'ordre de 200 degrés Celsius sur une distance caractéristique qui est inférieure au millimètre. Et le fait d'avoir des gradients de température détermine de la réactivité en chimie, dans la mesure où la réactivité en chimie dépend précisément de la température. Troisième source d'énergie sur Terre pour l'émergence finalement d'êtres vivants, la lumière. Et j'ai choisi l'illustration ici d'un arbre avec ce phénomène merveilleux dont je vais reparler si j'ai un peu de temps à la fin, qui est celui de la photosynthèse. Et il se trouve en fait que la photosynthèse est une des grandes merveilles, on va dire, de la vie, avec cette capacité à transformer finalement de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et c'est un phénomène extrêmement complexe dont je reparlerai. Et c'est lié au fait que la lumière, quand elle est absorbée par des molécules, modifie leur réactivité. Voilà les 3 possibilités de sources d'énergie sur la Terre primitive. Donc en gros, vous avez votre force motrice, elle est là, et la question maintenant est d'essayer de la mobiliser pour arriver à synthétiser de la matière vivante. La question, c'est comment? Parce que je peux vous donner une lampe, je peux vous donner éventuellement un gradient de température au sens de cette variation de température, ou même de l'oxygène et une serrure en fer, mais on est loin de créer un être vivant avec ça. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est de dire, bon, il y a de l'énergie qui est contenue dans ces 3 phénomènes, il faut que j'arrive à réaliser une opération qu'on appelle un couplage. Il va falloir que je réussisse à coupler la perte de l'énergie avec le fait que j'ai des molécules chimiques qui vont finalement réagir grâce à cette source d'énergie pour donner un objet finalement qui est d'énergie plus élevée que l'objet initial et qui spontanément va redescendre pour réatteindre l'état initial. Donc, je vais faire tourner ce qu'on appelle des cycles, en fait, grâce à cette dissipation ici. Et l'idée va être de propager dans tout un ensemble de réactions chimiques sous forme de cycles cette source d'énergie primaire de telle sorte qu'on va maintenir notre système dans cet état, on va dire, activé par rapport à l'état de mort qui est l'état qui se trouve en bas. Donc c'est ça l'idée qu'on mobilise ici.
Alors ça, c'est gentil, mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? Alors, à ce stade-là, il faut que je fasse un petit passage par la biologie. Ici, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle un zygote en biologie. C'est un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde. Quand vous regardez en fait ce zygote et que vous posez la question sans avoir d'informations génétiques au niveau du système sur quel peut être son devenir, finalement, vous allez vous apercevoir que pour l'essentiel, tous les zygotes se ressemblent, grosso modo. C'est essentiellement une solution aqueuse. Et puis, cette solution aqueuse, grâce au contenu justement du zygote et à la nourriture qui va être absorbée lors du développement, peut donner soit cette charmante danseuse, soit cette charmante grenouille. Et fondamentalement, vous partez d'un même type de zygote. Il n'y a pas de grande différence entre le zygote grenouille ou le zygote humain. Et d'autre part, il n'y a pas une différence fondamentale entre la nourriture qui est absorbée pour donner la danseuse ou la nourriture qui est absorbée pour donner la grenouille. D'où vient la différence qui fait que d'une manière évidente, j'ai une grenouille à gauche et une petite danseuse à droite. Précisément, ça va être cette capacité de propulser de la matière dans une direction qui n'est pas la même pour obtenir la grenouille ou pour obtenir la danseuse. Le point qui est important, c'est que si j'arrête de nourrir la grenouille et la danseuse, dans les deux cas, j'obtiens le même état, qui est une sorte de boue correspondant à ce que j'ai appelé tout à l'heure une forme morte, relaxée. En termes précis, on dit à l'équilibre thermodynamique. Donc du coup, la vie, ce qu'elle sait faire, c'est en pompant de l'énergie à partir d'un état initial, elle propulse le destin de la matière dans une direction qui n'est pas la même à gauche et à droite, et grâce à la nourriture, dans le cas par exemple des animaux ici, on arrive à maintenir cet état tant que finalement on est vivant. Et puis après, à la fin, on relaxe. Donc, comment on propulse le destin de la matière dans une direction donnée? Alors, pour essayer de donner un avant-goût, ici, vous avez un extrait d'article scientifique en chimie organique, en fait. Et ça illustre justement ce que les chimistes font en synthèse. Ici, on a une molécule, le détail n'a aucune importance, et ce que les chimistes font, c'est qu'ils réalisent des transformations unitaires qui se traduisent par des modifications à chaque étape. Donc, cette molécule-là n'est pas la même que celle-ci, grâce à l'utilisation de réactifs chimiques. Une fois que vous avez obtenu celle-là, hop là, on peut la transformer en celle-ci et ainsi de suite. C'est en plein d'étapes et pour vous donner une idée, une synthèse de ce type, ça représente environ une dizaine d'années de travail de chercheurs. Quand vous regardez la chimie qui se déroule dans un être vivant, ça ressemble beaucoup pour un profane. On voit des molécules, on voit des réactions. Néanmoins, il y a une différence pour quelqu'un qui a l'œil, c'est que vous allez vous apercevoir que sur chacune des étapes, pratiquement, vous avez un petit nom qui apparaît. Par exemple, ici, il faut que je mette mes lunettes, on voit apparaître skikimate déhydrogénase. Et puis, on a des noms comme ça partout. Ici, vous en avez une autre, une synthase, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des enzymes. Ce sont des catalyseurs qui accélèrent en fait la réalisation des réactions chimiques et qui vous permettent finalement de propulser le destin d'une molécule dans une direction donnée et qui répond justement au programme contenu dans le zygote qu'on a vu tout à l'heure. Et donc la clé au niveau de la synthèse des êtres vivants ou de l'origine de la vie, c'est d'arriver à propulser par justement catalyse le destin des molécules dans une direction donnée. Alors, je vais passer sur l'idée de la catalyse. Pour ça, il faut donc réussir à trouver
une technologie qui est donc cette catalyse qu'on appelle enzymatique, qui a été trouvée au cours de l'évolution moléculaire, qui fait que certaines molécules vont être capables d'accélérer la réalisation de réactions chimiques. Et ça a des implications parce que pour réussir à réaliser cette opération de catalyse, il faut certaines structures chimiques particulières qu'on trouve dans les protéines, par exemple. Mais cette question d'arriver à avoir quelque chose d'équivalent à des protéines, peut-être plus simple à synthétiser, est ouvert. Donc, ce côté avoir une technologie qui vous permet d'accélérer des réactions chimiques pour envoyer finalement un ensemble de réactifs dans une direction donnée plutôt que dans une autre, c'est la clé au jour d'aujourd'hui pour synthétiser de la matière vivante. Et c'est l'invention précisément de la catalyse enzymatique avec les protéines qui est à l'origine de ces phénomènes d'évolution à l'échelle moléculaire. Je ne vais pas aller plus loin, juste pour vous donner un avant-goût de la complexité de la photosynthèse, justement. Ici, j'ai résumé en 2 images ce qu'est la photosynthèse. Donc, l'idée de la photosynthèse, c'est d'arriver à convertir de la lumière du soleil, et en plus, pas n'importe quoi comme lumière. Quand vous regardez de près ce qu'il en est, les plantes utilisent la lumière rouge. Et avec de la lumière rouge, elles arrivent à faire réagir des molécules, à savoir en l'occurrence le dioxyde de carbone et l'eau, qui n'absorbent pas du tout cette lumière. Donc en gros, elles sont incapables, les molécules de réactifs, d'interagir avec cette lumière rouge. Donc, comment est-ce qu'on peut synthétiser du glucose, qui représente une forme d'énergie supérieure par rapport au dioxyde de carbone et à l'eau, sans être capable d'interagir avec l'énergie qu'on me fournit, qui est cette lumière rouge? Comment je vais réussir finalement à réaliser cette opération? Eh bien, c'est arrivé une fois au cours de l'évolution moléculaire, et ça met en jeu cet objet, en fait, qu'on appelle l'appareil photosynthétique. C'est un système extrêmement complexe qui comprend des dizaines de milliers d'acteurs, en fait, de molécules qui ont chacune un rôle pour justement réussir à transformer finalement le dioxyde de carbone et l'eau en glucose. Et ici, je ne représente en fait qu'une petite partie de l'histoire qui est l'interaction avec la lumière rouge dont je parlais tout à l'heure, et qui aboutit à la formation d'un ingrédient ici qu'on appelle l'ATP, qui est essentiel pour réaliser justement la conversion dont je parlais avant. Et quand on regarde quel est le couplage entre la lumière rouge et justement la synthèse de l'ATP, eh bien ça met en jeu plein d'acteurs, des absorptions de lumière au niveau de molécules qui du coup se dissocient en faisant apparaître des électrons. Les électrons réagissent, transportent des protons au travers d'une paroi membranaire, et puis ensuite on arrive à convertir une concentration importante de protons en synthèse de l'ATP. Bref, il a fallu vraiment un événement incroyable, inouï, pour arriver à mettre en place cette technologie au cours de l'histoire. Et donc, du coup, vu du point de vue du chimiste, il se dit, bon, bah, moi, ce que j'aimerais, c'est synthétiser de la matière vivante. Quand on regarde finalement le niveau de complexité et de sophistication qu'a mis en œuvre la nature, la matière vivante au cours de l'évolution pour réaliser cette opération, est-ce qu'on peut réaliser une opération similaire? Et la réponse, c'est oui, en fait. On peut réaliser une opération similaire en conceptualisant ce qu'est justement ce type de couplage et en essayant d'aller chercher des mécanismes plus simples qui permettent justement de convertir de l'énergie en ce qu'on appelle upconversion en anglais, qui correspond à partir de formes de basse énergie, à obtenir des formes de plus haute énergie.
Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pour partie des travaux qu'on a menés et des travaux de collègues allemands, mais tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est capable de conceptualiser des processus, on va dire, plus simples que la photosynthèse, mais qui présentent des analogies et dont la probabilité est beaucoup plus importante en termes de réalisation, de telle sorte qu'on pense aujourd'hui qu'ils ont gouverné l'émergence justement de la matière vivante au cours de l'origine de la vie. Le dernier petit point, c'est pour vous montrer des dispositifs expérimentaux qu'on mobilise à l'heure actuelle pour réaliser ce genre d'expérience. Donc, je vous ai parlé de la taille caractéristique d'une cellule d'environ 1/100 de millimètre. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle des microsystèmes, qui sont en fait des systèmes construits selon les technologies des microtransistors, des systèmes imprimés, etc., utilisés dans les ordinateurs, et qui permettent en fait d'obtenir des petites enclaves aqueuses d'une manière extrêmement régulière en injectant justement de la solution aqueuse à l'intérieur des dispositifs. Et ce que vous voyez en fait ici, les petits ronds, ce sont des enclaves justement de solutions aqueuses environnées par de l'huile. Et vous voyez qu'on a beaucoup d'objets qui peuvent être obtenus et qui permettent de réaliser des expériences d'évolution en parallèle sur des millions en fait, d'enclaves et de faire passer précisément disons, la chimie dans une dimension de synthèse de la matière vivante avec plusieurs histoires distinctes au niveau de chaque cellule et d'examiner dans quelle mesure, finalement, une petite enclave va avoir une histoire singulière. Et ça, c'est le travail actuellement de Philippe Nguet et d'Andrew Griffith à l'ESPCI, par exemple. Donc, pour conclure, et avant donc de discuter, l'idée que je veux faire passer, c'est que dans le programme disciplinaire de la chimie, à côté de la synthèse des molécules, qui est dans, on va dire, les gènes de la chimie depuis la moitié du 19e, puis ensuite de l'émergence d'une autre chimie dont Annette Tardieu a parlé, qui est celle de la chimie supramoléculaire, qui est celle où on va faire interagir des molécules entre elles pour donner des édifices un peu plus complexes, ce qu'on voit apparaître ici au niveau de l'image. Ce que j'ai voulu faire passer comme message, c'est que le chimiste a désormais dans son programme la question de synthétiser de la matière vivante. Alors on est très loin au jour d'aujourd'hui de synthétiser des bactéries ou de synthétiser une grenouille. Mais du point de vue de la conceptualisation, on est capable d'arriver à essayer d'identifier des grandes étapes, des grandes transitions évolutives du point de vue de la chimie qui ont été nécessaires pour passer de la matière inerte à la matière justement vivante. Et on espère que précisément quand on aura formalisé correctement ces grandes étapes, on sera capable, sans doute par des méthodes un peu comme ce qu'on vient de voir, dites de microfluidique, très parallélisées, d'arriver à faire émerger des systèmes vivants, éventuellement très différents de ceux que l'on connaît sur Terre et qui pourraient être représentatifs de ce qu'on rencontre sur les exoplanètes, par exemple. Donc, je vais m'en arrêter là. Donc, c'est un travail qui a été mené, que je suis localisé à l'ENS, donc dans le 5e arrondissement. En général, comme l'a dit Annette, ce sont des travaux extrêmement interdisciplinaires. Il faut savoir pas mal de choses. Il faut être capable de discuter avec pas mal de monde dans ce domaine. Je vous ai parlé des astronomes. Il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a de la biologie, il y a des aspects d'ingénierie pour la réalisation expérimentale. Et c'est un domaine extrêmement excitant. Une des grandes satisfactions que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est de voir des jeunes, pour certains que j'ai formés, mais pas d'autres, qui contredisent ce qu'on m'avait dit quand moi j'ai débuté en chimie, où on m'avait dit surtout ne fais pas ça, c'est un sujet pour des vieux. Je vois maintenant des jeunes qui ont 30 ans et qui décident de faire de ces thématiques-là leur thématique de recherche. Et ça, c'est une très, très grande satisfaction. Donc, je vais m'en arrêter là. J'ai été un peu plus long que l'heure qui m'était dévolue.
j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui apparaissaient. Donc, du coup, je vous propose de les aborder maintenant et de répondre. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Ludovic, pour cette présentation. Je crois que tu nous as montré qu'il y avait toute une série de questions qu'on ne s'était jamais posées sur les conditions de l'origine de la vie. Et même si on pense que la vie, il faut de la physico-chimie à la base, eh bien, il y a toute une série de conditions, toute une série de problématiques, toute une série de concepts qu'on peut développer et qui sont certainement des découvertes pour beaucoup d'entre nous. Alors, oui, il y a des questions. Alors, je vais un tout petit peu essayer de synthétiser, mais je crois qu'après, comme en particulier Hélène Teixeira a vraiment beaucoup de questions, je crois que ça va valoir la peine que vous discutiez un petit peu de toutes les questions qu'elle a posées, mais moi je retiendrai quand même dans les questions générales que déjà il y a une question qui émerge, qui est finalement, est-ce que après tout ce que tu nous as dit, on peut ou non définir ce que c'est que la vie, parce que manifestement, ça a l'air d'être une question qui est ressortie et qui a fait problème. Donc, il y a ça. Évidemment, quand on demande qu'est-ce que la vie, et puis dans les circonstances actuelles, bon, eh bien, est-ce qu'un virus est vivant? Ça paraît une question tout à fait évidente. Bon, sur l'évolution. Alors, après ça, tu as parlé d'algorithmes, mais en même temps, on a l'habitude d'entendre parler d'évolution darwinienne. Donc, comment est-ce que ces choses-là peuvent se mettre en parallèle, peuvent se répondre? Après ça, il y a des questions plus spécifiques sur bon, les sources hydrothermales comme source d'énergie, bien sûr, mais après ça aussi sur les enzymes, il y a des questions plus précises comme la chiralité. Je n'ai probablement pas résumé exactement comme il fallait, mais je crois qu'il y a des questions générales d'abord sur lesquelles tu peux répondre, et puis après que Madame Teixeira pourra sans doute prendre la parole pour dire si elle est satisfaite ou pas et comment elle veut continuer à discuter avec toi. Peut-être on peut faire comme ça te va? Ah, sans problème. Bon, donc du coup, on peut commencer par cette question vie-vivant. Alors d'abord, je n'utilise pas indifféremment les deux, c'est-à-dire que la manière avec laquelle je vois la vie, avec un V majuscule, c'est précisément un processus historique qui a permis de dissiper de l'énergie sur Terre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une technologie, la vie, qui fait que tant qu'il y a de l'énergie sur Terre, finalement, on peut avoir toute la création des êtres vivants sur Terre. Mais je l'envisage comme un agent de dissipation des sources d'énergie initiales sur Terre. Le vivant, en revanche, c'est un individu dans cette population, avec toute la question d'ailleurs, puisque tu as parlé de virus, de la définition de ce qu'on appelle un individu. Si on revient à la définition de la NASA sur l'être vivant, il y a cette idée d'autonomie. Donc, à partir du moment où on définit un périmètre autour d'un objet, il faut se poser la question de savoir quel est son degré d'autonomie. Donc, de ce point de vue, si j'isole un virus de ses hôtes, il n'est pas vivant. Si j'intègre en revanche le virus comme un acteur au même titre qu'une cellule dans un organe ou que sais-je, c'est-à-dire avec une vision systémique, il participe évidemment d'un sous-ensemble que je peux qualifier de vivant. Donc, du point de vue de la définition autour d'un être vivant, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire, par exemple, j'ai synthétisé un micro-organisme chimique vivant? Alors, moi, je parle de protométabolisme, par exemple, hors équilibre, c'est-à-dire la capacité effectivement que de montrer que de manière stationnaire, un peu comme la grenouille ou comme la danseuse,
on est capable, en fournissant de l'énergie à un système réactif, de le maintenir dans un état qui va être caractérisé par une composition qui n'est pas celle dite de l'équilibre chimique, donc d'un système qui serait mort, et d'autre part dans lequel on aura de la différenciation spatiale, c'est-à-dire un objet qui contraste avec le milieu environnant. Et du coup, je peux même montrer que sa chimie donc, est à l'état stationnaire, dite hors équilibre. Donc, il a des caractéristiques de l'être vivant. En revanche, pour l'instant, il n'est pas du tout doué d'évolution darwinienne. C'est-à-dire qu'on peut envisager qu'il se reproduise, par exemple, qu'il extrait de l'énergie du milieu environnant. Maintenant, pour arriver justement à ce qu'il se reproduise en introduisant une certaine quantité d'erreurs et qu'on ait la divergence dont j'ai parlé, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, y compris du point de vue de la conceptualisation. Donc, dans le travail que mènent Philippe Nguet et Andrew Griffith à l'heure actuelle à l'ESPCI, ils utilisent des systèmes en fait d'ARN pour essayer justement de, on va dire, conceptualiser ce que peut vouloir dire évolution darwinienne à l'échelle des molécules. Ils utilisent des molécules, on va dire, du vivant, mais ils les utilisent réellement comme des réactifs chimiques, c'est-à-dire en les débarrassant au maximum de tout ce qui est l'emballage cellulaire, de telle sorte qu'on puisse considérer que ça réagit comme des réactifs chimiques standards. Ils ne s'intéressent pas à la limite aux briques, aux réactifs, mais ils s'intéressent précisément aux mécanismes de complexification qui mettent en jeu les régulations qu'on rencontre par exemple en biologie et de voir quel est le type de, je dirais, topologie du réseau qui peut faire émerger justement de l'évolution darwinienne dans des réactifs, par exemple. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'on n'est pas capable de reproduire toutes les caractéristiques de la matière vivante. Ça, c'est très, très clair. Je dirais heureusement, d'ailleurs, parce que une des questions, un des corollaires qui se posera quand on arrivera à le faire, c'est qu'on sera amené à tuer son système chimique. Et je dois dire que l'idée de tuer le résultat de mon expérience, ce n'est pas quelque chose pour lequel je suis préparé au jour d'aujourd'hui. Donc, voilà à peu près, je dirais, l'état où on en est par rapport à vivant sous l'angle de la transition inerte matière vivante, qu'il faut bien différencier de la transition vivant-mort, qui relève d'une décision juridique et qui n'obéit pas à un critère absolu de transition entre un état vivant et un état mort. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas mort dans le discours que je tiens. Donc voilà déjà peut-être par rapport à vie et vivant, je ne sais pas dans quelle mesure je réponds aux questions qui ont été posées. On peut donner la parole justement je ne sais pas qui, ça s'appelle Hélène Tessera, mais... Oui. Bonjour, oui, non, bonsoir. En fait, bon, c'est Marc Tessera, mais c'est parce que j'ai l'ordinateur de mon épouse, c'est pour ça que c'est marqué Hélène Tessera. Non, je vous remercie beaucoup de votre réponse. Le seul problème, tout de même, c'est que vous savez, il y a autant de définitions de la vie qu'il y a de scientifiques qui s'intéressent à la chose et même de personnes qui sont sur cette terre. Donc, je veux dire par là, il y a tout de même un mécanisme qui me semble essentiel, et vous l'avez dit d'ailleurs, c'est le phénomène de l'évolution darwinienne, qui, elle, est tout de même très précisément, on peut définir parfaitement ce que c'est que ce processus. Et justement, il implique, ce que vous avez dit d'ailleurs, le maintien de ces organisations loin de l'état d'équilibre, ça c'est une condition essentielle. Il y a la reproduction, c'est-à-dire qu'on a tout de même affaire à des populations et non pas simplement à un individu. Un individu en soi, je veux dire, c'est pas ça qui évolue. Ce qui va évoluer, ce qui va jouer sur la sélection naturelle, elle joue sur des populations. Et puis il y a un troisième point qui lui est beaucoup plus délicat,
c'est justement transmettre des caractéristiques propres à ses descendants. Et c'est bien ça qui va permettre à la sélection naturelle de distinguer, disons, de faire évoluer finalement ces différentes populations. Donc je veux dire par là que le mécanisme de l'évolution darwinienne me semble presque plus intéressant dans la recherche des origines des organismes que l'on constate aujourd'hui et passés, que d'essayer de dire qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui n'est pas vivant, car honnêtement, moi je pense que c'est un concept métaphysique. Mais bon, ça tout le monde peut ne pas être d'accord, bien sûr. J'entends ce que vous dites. Je suis complètement d'accord sur le fait que la question la plus intéressante pour moi est celle justement d'imaginer les mécanismes qui sont compatibles avec ce phénomène d'évolution darwinienne. Donc, il y a des propositions, parce qu'il faut le contextualiser dans le cadre de ce qu'est la chimie et la physico-chimie, et c'est là où il faut oublier l'ADN, il faut oublier tout un tas on va dire, de réalités extrêmement complexes de la matière vivante au jour d'aujourd'hui. Mais disons qu'on a un certain nombre de représentations sur, finalement, par exemple, comment on peut se reproduire presque à l'identique. Si on prend, par exemple, et Annette a travaillé avec des objets de ce type, ce qu'on appelle les micelles. Donc, une micelle, c'est en fait un petit assemblage selon les molécules, d'une centaine de molécules, par exemple, dites amphiphiles, donc avec une tête qui aime bien l'eau et une queue qui aime bien l'huile, d'une certaine manière, et qui donnent des petits assemblages en solution aqueuse. Ce sont des assemblages qui sont à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire qu'en fait, si on a une concentration suffisamment grande de ces objets, eh bien, finalement, ils vont donner plusieurs assemblages qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. À peu près les mêmes caractéristiques géométriques, mais en revanche, pas tout à fait la même composition quand on a des mélanges. Et du coup, on imagine, pour un certain nombre de mécanismes, qu'on puisse avoir une hérédité de la composition dans des systèmes de ce type, par exemple, très différente de ce qu'on rencontre dans l'ADN, où finalement l'encodage, on va dire, de ce qu'est l'ADN se fait à travers ce qu'on appelle un polymère, et c'est la séquence, en l'occurrence, et non pas la composition qui détermine l'information contenue dans la molécule. Donc cette question d'essayer d'imaginer des systèmes physico-chimiques alternatifs beaucoup plus simples, parce qu'il faut bien voir que, parce que c'est des expériences que j'ai faites, si je vous donne 2 nucléotides qui sont finalement la brique élémentaire de l'ADN et que je vous dis on va synthétiser de l'ADN, même si je me mets quasiment à l'état solide, je n'arriverai pas à synthétiser une liaison entre 2 briques. Donc du coup, il est évident qu'un objet aussi complexe que l'ADN est hors d'atteinte dans la transition, on va dire, inerte vivant comme étant, disons, on saute directement à l'ADN. Non, il faut imaginer des mécanismes beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins coûteux énergétiquement pour faire émerger ce phénomène d'évolution darwinienne. Et tout le travail, on va dire, de conceptualisation porte là-dessus. Alors après, la question quand même de définir ce qu'est un être vivant, oui, je suis d'accord, il y a matière à discussion pour l'éternité. Mais en revanche, si on réfléchit, et ce n'est pas la partie la plus intéressante des scientifiques, la question de savoir si vous voulez publier dans un grand journal, de déclarer que vous avez synthétisé un être vivant ou pas, eh bien, ça change la donne. Et malgré tout, il y aura quand même cette situation ensuite juridique qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, quand vous faites de la recherche, y compris sur des embryons de poissons zèbres, qui est un modèle vertébré qu'utilisent les biologistes au jour d'aujourd'hui, on est amené à faire tout un tas de déclarations pour arriver à, on va dire, faire des expériences sur des embryons de poissons zèbres parce qu'ils sont vivants, quand dans le même temps, vous achetez chez le poissonnier du poisson sans vous poser de questions. Donc, du coup, la question de savoir dans quelle mesure on aura le droit de faire de l'expérimentation sur des systèmes chimiques vivants n'est pas indifférente pour le scientifique que je suis.
Alors évidemment, au jour d'aujourd'hui, les êtres vivants que je suis susceptible de synthétiser sont bien loin, on va dire, des embryons de poissons. Mais néanmoins, voilà, il y a une question juridique qui n'est pas si simple et qui interfère fortement avec la dimension métaphysique. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui définissent des règles dans les laboratoires ne sont pas des métaphysiciens. Donc voilà ce que je peux vous répondre par rapport à cela. Je ne sais pas dans quelle mesure ma réponse est satisfaisante par rapport à votre question. Vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais pas, j'ai pas, je vais pas voir tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec beaucoup de points que vous avez développés. Simplement, comme vous semblez d'accord avec moi que finalement, s'intéresser à ce processus qu'est l'évolution darwinienne, qui est tout de même le point de départ de tout, à mon sens, et qui n'est pas du tout évident, il n'est pas du tout évident d'expliquer comment ce processus a démarré. Et notamment ce problème d'hérédité qui tout de même permet de définir les populations, de les distinguer et de permettre à la sélection naturelle d'agir sur eux, c'est un des points le plus délicats. Je pense que on n'a pas résolu pour l'instant cette question de pouvoir faire des structures qui transmettent, des populations de structures qui transmettent leurs caractéristiques propres à leur descendance et qui permet donc à la sélection naturelle d'agir sur ces différentes populations et d'en favoriser certaines par rapport aux autres. Il y a déjà je vais peut-être me permettre d'intervenir parce que la sélection darwinienne, en principe, c'est la séance suivante. Ah bon? Bon. Donc, si vous voulez, moi, je suis tout à fait ravie de cette discussion parce que je crois que ça montre bien comment décompose la question des origines. Eh bien, il y a une multiplicité de questions qui se posent. Donc, nous, en tant qu'organisateurs, on a dû faire des choix justement à choisir. Alors, les questions de sélection darwinienne sont sans doute un peu mieux connues. Je pense que la question, les questions qu'ont soulevées Ludovic Julien, de savoir les contraintes qu'il y a pour faire évoluer des systèmes sont des choses qui sont beaucoup moins bien connues, or qui sont tout au départ de l'origine de la vie, puisqu'il a bien fallu tout au départ avoir des molécules, avoir des molécules qui se reproduisent et des systèmes qui se complexifient. Donc c'est un des aspects, même si à partir de là, pour le moment, on ne peut pas dire comment la vie a émergé, mais qui sont des questions que souvent on ne se pose pas. Donc nous souhaitions mettre en avant aussi dans ce cycle. Mais bien entendu, ça ne s'arrête, je veux dire, à la question des origines, la question de l'origine de la vie, la question de l'origine de l'homme, ne se limite pas évidemment à cette question-là. Il y a l'évolution darwinienne, il y a la génétique qui viendra après, bien entendu. Alors, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose tout de suite? Est-ce qu'on attend pour l'évolution darwinienne la séance suivante? Est-ce qu'on passe? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, peut-être juste un point donc, par rapport à cela, et je pense que c'est important aussi que vous en ayez conscience. Si vous parlez des origines de la vie à un biologiste, il se trouve que j'ai participé à la rédaction d'un livre qui s'appelle Étonnant vivant, qui a été publié par le CNRS il y a 2 ou 3 ans. Et donc, je n'avais que des biologistes autour de moi et ils ne parlent que de Lucas, donc comme étant l'ancêtre commun le plus ancien, donc il doit faire remonter à 3,8 milliards d'années, quelque chose de ce genre-là. Et quand je leur demandais, mais Lucas, c'est quoi? En gros, ils me disent que c'est une cellule. C'est un peu ce que j'ai montré. Et pour eux, c'est terminé. En gros, une fois qu'on a Lucas, voilà. Et je leur dis, bah non, parce que du point de vue de la physico-chimie, Lucas, c'est énorme, quoi. Donc, je pense que tu as raison, Annette. C'est sûr que la formalisation en matière d'évolution est beaucoup plus mûre dans le cadre de la biologie. Mais en revanche, vu du point de vue à nouveau de la physico-chimie, cette question de la formaliser, et ça a été dit, bien sûr qu'il faut raisonner sur des populations et non pas sur une molécule seule, etc.
on avance, hein, on avance. On a des idées quand même sur le rôle de la compartimentalisation, par exemple, ce qu'elle a pu jouer comme rôle du point de vue historique, le rôle de l'autocatalyse et ce qu'on appelle en particulier de l'autocatalyse de réseau, qui est la capacité en fait qu'une molécule va aider une copine d'une certaine manière pour réaliser sa propre synthèse et que finalement la propriété d'émerger en concentration suffisamment importante dans un milieu est une propriété collective d'un ensemble de réactifs. Donc ça, ce sont des choses qu'on conceptualise du point de vue théorique assez bien maintenant. Du point de vue expérimental, c'est assez compliqué. Il y a des challenges à la fois théoriques, analytiques, au sens où savoir ce qu'on fait, parce que précisément, un être vivant, c'est un horrible mélange. Et du coup, la signature d'un être vivant par rapport à un être mort repose sur des considérations analytiques difficiles à gérer. Donc, je pense que théoriquement, on progresse. Expérimentalement, à nouveau, on va être amené à réaliser des expériences parallélisées sur des millions, voire des milliards de systèmes, sur des durées. D'ailleurs, je n'ai pas du tout parlé de ce point-là. Les collègues biologistes me disaient bon, alors, l'évolution chimique, ça a pris combien de temps? D'une manière un peu provocante, je leur ai dit 10 000 ans. Et 10 000 ans pour un biologiste, c'est choquant parce qu'eux, ils raisonnent en termes de millions, de dizaines, de centaines de millions d'années. Et ils me demandaient pourquoi. Je leur dis parce que la durée de vie d'un fumeur sur un rift océanique, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Et que du coup, il faut imaginer que des phénomènes d'émergence aient le temps d'émerger et ensuite de se disséminer. Donc ces phénomènes, on va dire, de stabilité des conditions environnementales du point de vue physico-chimique sur la planète primitive sont de cet ordre. Et quand je regarde la cinétique des réactions chimiques, je pense que le phénomène d'émergence de la vie a pu se produire de manière multiple et de manière rapide. À partir de là, il y a des phénomènes de sélection ensuite sur le fait que différents types de chimie ont pu émerger à différents endroits de la planète Terre, mais le phénomène de vie est puissant. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, sur Terre, eh bien, le métabolisme énergétique, il n'y en a qu'un, que l'ADN est la molécule du génome, etc., etc., alors qu'au cours de l'évolution, vraisemblablement, beaucoup plus d'expériences ont été réalisées. Mais cette unicité du vivant est le résultat justement de ce phénomène de compétition ultérieure et d'évolution darwinienne. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait ajouter par rapport à cela, mais qui restent de l'ordre, on va dire, de la réflexion théorique, plus que de la réflexion. Hein. On fait de la modélisation, on fait des études numériques pour essayer d'évaluer des idées. En revanche, du point de vue expérimental, à nouveau, il faut attendre un peu. Et malheureusement, je pense que je ne le verrai pas. Mais ça reste à portée quand même d'imagination pour, je dis, des jeunes chercheurs aujourd'hui qui ont une trentaine d'années et qui ont décidé de se lancer dans ce domaine. Oui, c'est la première fois que j'entends toute cette conceptualisation. Hein. Ça n'existait pas du temps que j'ai fait mes études, ça c'est clair. Et alors, on peut peut-être passer, il y a quelques questions suivantes. Alors, il y a eu une question qui demandait pourquoi Hopper en page d'accueil? À cause de l'énergie. D'accord. C'est-à-dire qu'il nous faut du fuel. Sans énergie, on ne fait rien. Il n'y a pas de matière vivante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le cadre, on va dire, de l'économie durable de manière générale, de l'écologie, etc., je suis très intéressé par les problématiques énergétiques, au moins autant que par les aspects de gestion de matière. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est pour revenir au récit de l'origine de la vie sur Terre. De tout ce que vous avez dit, en avez-vous tiré des scénarios? Alors, tu viens d'en dire un mot, mais peut-être que quand tu parles de possibilités d'émergence multiple, là, c'est déjà quelque chose, mais peut-être tu peux développer un peu davantage. Alors, là il faut voir que des récits, alors,
déjà des récits, il y en a eu plein, on va dire. Des récits assez complets depuis les années 1970-1980, avec des étapes manquantes, hein, mais disons à chaque fois avec une élaboration. Donc, j'ai parlé des sources d'énergie primaires. Je suis fondamentalement, si tu veux, plus un métaboliste que quelqu'un qui est intéressé par le détail des molécules qui ont été mises en jeu, même si je reconnais que c'est une question importante à la fin. Donc, j'ai parlé de ces sources d'énergie initiales. La lumière, la conversion lumière-énergie chimique, c'est très dur. Et c'est vraiment mon domaine. C'est-à-dire que réussir à coupler l'absorption d'un photon avec de la chimie, c'est dur et pour une raison simple, qui est que quand vous absorbez un photon, en gros, on a plein d'énergie d'un coup, mais on en a tellement qu'on la perd très vite. Et en règle générale, on la perd en un temps qui est plus court que le temps pour faire de la chimie. Le truc de la photosynthèse, et qui est arrivé d'une manière miraculeuse, c'est que précisément, on arrive à stabiliser un état activé sur une durée qui est de l'ordre de la milliseconde, alors que normalement, c'est la nanoseconde. Et pour arriver à faire ça, il faut des contraintes très particulières. Donc, je disqualifie, on va dire, les autotrophes comme étant, on va dire, les premiers. À partir de là, donc, moi, je pense que c'est plus facile, effectivement, de convertir de l'énergie chimique en énergie chimique. Et là, donc, on se retrouve à partir de là à s'intéresser fortement aux fumeurs, de manière générale. Donc, toutes ces montées hydrothermales, parce que, alors après, on peut les avoir soit dans les hôtes volcaniques, donc à la surface de la Terre, soit en grande profondeur. À titre personnel, j'aime bien la grande profondeur parce qu'on se retrouve justement à gérer des variations, des paramètres de contrôle des réactions chimiques comme, on a parlé de la température, mais je pourrais parler de l'acidité, du pH, je pourrais parler du potentiel d'oxydoréduction, sur des distances très très faibles. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a des phénomènes de circulation, en particulier complexes, à l'intérieur des roches poreuses qui émergent justement sur ces zones de rift. Et un collègue allemand, Dieter Braun, de l'université de Munich, a montré que ces phénomènes de recirculation dans des tubes en présence de gradients thermiques et mobilisant un effet complexe qu'on appelle l'effet Sorey, qui est un couplage de concentration avec le gradient de température, permet d'obtenir des phénomènes de concentration de matière liés justement à ces gradients. Or, j'ai parlé du problème de la concentration à l'intérieur des cellules, qui est beaucoup plus élevé que celui qu'on a dans l'eau de mer. Et donc, comment on arrive à atteindre une concentration suffisante pour arriver à faire de la synthèse plutôt qu'à hydrolyser et à dégrader? Il faut arriver à trouver le mécanisme. Et là, on a un mécanisme qui est vraiment très, très puissant de concentration de la matière. Donc, du coup, j'irais cette idée que sur les rifts, on puisse, donc très lié à l'activité et à la tectonique des plaques. C'est-à-dire que cette question de savoir sur une planète où il n'y aurait pas de tectonique des plaques, dans quelle mesure on aurait pu avoir l'émergence des êtres vivants, est une question importante et qui concerne les astronomes dans le contexte exoplanète, justement. Cette question, y compris sur Mars, de la tectonique martienne, est vraiment quelque chose qui est important. Donc, cette idée qu'il y ait une diversité physico-chimique au niveau des rifts, et ça, c'est très clair, hein, il y a des différents types de panaches, certains sont acides, d'autres sont basiques, avec des compositions, on va dire, des montées hydrothermales qui sont variées, doivent donner lieu à différents types de chimie qui se déroulent. En particulier sur le cycle énergétique central, qu'on appelle le cycle de Krebs, pour lequel on pense que certains minéraux ont pu jouer un rôle important du point de vue de la mise en route de ce phénomène. Et en particulier, je parlais des fossiles, on trouve dans de nombreuses protéines des assemblages de fer et de soufre, Fe4, S4,
dont on a bonne raison de penser que ça puisse être des fossiles, justement, de ces montées hydrothermales initiales, ayant des rôles du point de vue catalytique. Donc, du coup, on se retrouverait dans la situation d'avoir plein de petites expériences individuelles de chimie qui se déroulent, et en nombre assez important. Et la question à partir de là, c'est de savoir comment finalement on se met à prendre de l'autonomie par rapport à cette montée hydrothermale. Et pour ça, il faut arriver à créer des systèmes qui sont activés, mais on va dire métastables, c'est-à-dire que quand on les dissocie de leur source d'énergie, ils vivent suffisamment longtemps pour arriver à, par le mouvement, les courants, etc., à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, il y a une autre chimie. Et précisément, cette idée qu'on va se mettre à avoir des rencontres aléatoires entre des cycles de réactions et qui peuvent réaliser des tonnes d'expériences en parallèle, aboutissant éventuellement à faire émerger des métabolismes de plus en plus complexes, moi, ça serait un peu l'histoire que j'aurais envie d'imaginer, c'est-à-dire quelque chose qui se déroule donc sous l'influence de gradients de température, une chimiosynthèse et l'émergence ensuite d'une paroi, sachant qu'au démarrage, on est dans des milieux poreux, où on a des phénomènes de compartimentation, et après allant vers éventuellement des enclaves lipidiques, mais et tu le sais, Annette, pour synthétiser un lipide, c'est compliqué. Donc, du coup, avant de réussir à construire une molécule dite amphiphile, avec sa partie hydrophile et hydrophobe, voilà, il vaut mieux avoir un milieu poreux, minéral, qui aura des pores de dimension voisine de celle des cellules, et attendre la rencontre avec un métabolisme qui permet de synthétiser des lipides, par exemple. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Tu as parlé de la chiralité à un moment. Oui, c'était M. Tessera qui avait parlé de la chiralité à un moment donné. Sans chiralité et donc sans un choix d'un enantiomère spécifique, il n'y aurait pas de protéines et d'acides nucléiques. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'on peut être vivant sans chiralité. Mais qu'évidemment, la chiralité, alors juste pour les gens qui ne sont pas des chimistes, la chiralité, c'est cette propriété que certaines molécules, finalement, qui ont la même composition et la même réactivité, peuvent avoir des formes miroirs l'une de l'autre. Alors, ça, c'est très spécifique, finalement, cette propriété des briques qui ont émergé, et pas que sur Terre, d'ailleurs, puisqu'on les retrouve sur la comète Chury, où à nouveau, on a des aminoacides qui sont les briques élémentaires, par exemple, des protéines, ou bien des sucres, comme des sucres assez complexes, comme le ribose, par exemple. Donc, du coup, intrinsèquement, l'organisation de la matière chimique à partir de l'atome de carbone peut, on va dire, générer ce phénomène de chiralité. À partir de là, si je définis la transition de l'inerte au vivant au travers de la réactivité, cette réactivité, elle peut se faire aussi bien sur des mélanges d'objets qui ont des formes différentes qu'au sein d'une population qui partage la même forme. Que du coup, cette propriété-là ait joué un rôle important du point de vue de la sélection et de la différenciation ensuite, oui. En revanche, d'imaginer d'en faire une propriété déterminante à l'origine de la transition de l'inerte au vivant me semble abusif. Alors évidemment, pour les chimistes, ça les excite énormément parce que depuis Pasteur, voilà, on s'intéresse à ces problématiques-là. Mais si on conceptualise au sens de quelles sont les collections de processus de réaction qu'on peut mobiliser, on va dire, pour passer de l'inerte au vivant, c'est rajouter une étape coûteuse, on va dire, pour la conceptualisation
Et donc, la majeure partie des gens qui réfléchissent au jour d'aujourd'hui sur cette transition ne s'intéressent pas, on va dire, à cela. C'est-à-dire que ça nous rajoute du bruit, alors que ça a été au cœur du questionnement, je dirais, dans les années 60-70. Et ça, c'est très, très parallèle à l'évolution de la chimie organique, accessoirement, d'un point de vue académique. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. D'accord. Lui, Sylvie Fauchevert, vous voulez parler. Jean-Louis. J'avais une question seulement à poser, là. C'est vraiment une question, parce que ça, je comprends, je n'ai pas compris, ou je ne connaissais pas du tout. Vous avez dit que les biologistes dataient tout d'il y a 3,5 milliards d'années. Un peu plus. Peut-être un peu plus, mais alors, c'est quoi? Vous avez parlé de Lucas? Lucas. C'est quoi? Ouais, alors, le public ne sait pas ce que c'est que Lucas. Alors, Lucas, c'est notre ancêtre commun. C'est l'ancêtre commun. On connaît Lucie, mais pas Lucas en général. Oui, c'est vrai, on connaît Lucie, mais pas Lucas. Et pour une raison qui est assez simple, c'est que Lucie, bon, on en a des morceaux, tandis que Lucas, c'est un être imaginaire. Hein. On n'a pas de fossile de Lucas. L'idée, c'est qu'on arrive à reconstruire des arbres, et je pense que vous aurez des présentations là-dessus, qui finalement reconstituent l'évolution biologique comme étant, vous avez par exemple au musée des Confluences un très bel arbre finalement de la diversité du vivant, où en gros on arrive dans la filiation en biologie à faire émerger la diversité du vivant d'aujourd'hui à partir d'un nombre réduit d'ancêtres et qui se réduit du point de vue des espèces de plus en plus quand on remonte dans l'histoire. Et donc, en procédant de la sorte, à travers différents types de techniques qui vous sont présentées, on arrive à faire converger tous les ordres du vivant vers une sorte de portrait robot d'un système, on va dire, le plus élémentaire que les biologistes puissent envisager, qui a un certain nombre de traits communs justement à l'ensemble des catégories du vivant et qui ressemblerait, on va dire, à peut-être l'équivalent d'une bactérie. Alors, ce n'est pas une bactérie justement, mais quelque chose qui est une seule cellule avec de l'ADN vraisemblablement, de l'ARN, des protéines à l'intérieur du cytoplasme, et qui aurait un certain nombre, du point de vue métabolique, de caractéristiques présentes. Donc voilà, Lucas, c'est quelque chose qui est hypothétique, qui n'existe pas aujourd'hui, et qui représente la forme ultime, disons, initiale, dans le cadre de l'analyse qu'effectuent les biologistes de l'évolution. Mais comme je l'ai dit, pour moi, une fois qu'on en est là en tant que chimiste, le boulot commence. C'est-à-dire que là, entre à nouveau les réactifs chimiques qu'on manipule depuis le 19e jusqu'à maintenant, eh bien, il va s'écouler du temps de recherche. Merci. Merci. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que quelqu'un veut encore prendre la parole? Vous avez le droit. Hein. Non, moi j'étais tout à fait d'accord avec votre analyse. Bon, évidemment, Lucas, c'est conçu par les biologistes, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est ce qui est avant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, toute cette notion physico-chimique et la physique en particulier des systèmes loin de l'état d'équilibre, ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est plutôt là qu'on va trouver la clé de quelque chose de plus ancien, quoi, disons, de plus près de l'origine, ce qu'on appelle l'origine de la vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La question d'ailleurs des traces, c'est une chose dont je n'ai pas parlé, et peut-être que vous aurez dans une des présentations cette idée des fossiles. Qu'est-ce qu'on a comme fossiles finalement pour les formes les plus primitives? Donc il y a un article qui a dû sortir dans Science and Nature il y a 2 ans qui date à 3,7 milliards d'années dans une roche qui a été trouvée au Groenland. Quelque chose. Et la question de décider de ce que cette manifestation dans une roche relève d'une action biologique plutôt
que d'un phénomène physico-chimique, ben, on retombe sur ce dont on a parlé de la définition du vivant. Et là, c'est très, très difficile. C'est-à-dire qu'arriver à établir la différence devient, au-delà de 3,3, 3,4 milliards d'années, très, très, très difficile. Il faut être capable d'avoir une connaissance de la physico-chimie au niveau du minéral correspondant ou des roches, en décidant que ce qu'on observe ne peut pas se former dans les conditions physico-chimiques qui sont celles qu'a vécu la roche en question et que du coup, ça relève d'une signature autre. C'est toute la question d'ailleurs que nous avait posée la NASA ou l'ESA sur justement la question de l'envoi des spectromètres sur des satellites destinés à l'observation des exoplanètes, puisque en gros, au jour d'aujourd'hui, on est à peine capable d'analyser l'atmosphère d'une exoplanète. On n'a pas l'idée du mélange, mais on a cette idée d'un spectromètre pour aller avoir une signature qui pourrait être un gaz dans l'atmosphère. Et l'idée que les gens ont, c'est de se dire, la signature d'un phénomène relevant de la vie, c'est que l'atmosphère n'est pas à l'équilibre avec la croûte, avec la partie dure de la planète. Et donc, on est dans cette question de savoir, voilà, quel type de gaz on pourrait précisément considérer comme étant une manifestation d'une activité qui relève de la vie, justement. Et ça, ce sont des choses qui sont aussi très, très difficiles à définir. Or, ce n'est pas du tout pareil de dire voir de l'oxygène ou voir de l'ammoniac, par exemple, ou voir autre chose. Ça ne relève pas du tout de la même ingénierie des instruments. Et il faut le décider 30 ans à l'avance. Fabienne Deroux avait levé la main tout à l'heure. Est-ce que... Non, j'avais applaudi pour dire merci. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires et autres? Sinon, s'il n'y a plus de commentaires, je vais vous donner rendez-vous à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine et aux 2 semaines suivantes, de façon à continuer la discussion en prenant la question des origines sous différents aspects. Donc, la semaine prochaine, c'est l'évolution darwinienne. Ensuite, la semaine suivante, ce sera la paléontologie et la dernière conférence, sur ce qu'on a réussi à obtenir à partir de l'ADN ancien et des études d'ADN ancien. Voilà. Alors, merci. Je peux peut-être vous applaudir en enlevant nos micros. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci bien et à bientôt. Tu nous as vraiment ouvert des perspectives, tu nous as montré toute une série de recherches dont on n'avait pas idée. Donc, un très, très grand merci pour ta participation. Ça m'a fait bien plaisir, indépendamment de te revoir, Annette. De manière générale, je pense que ce sont des thèmes vraiment intéressants. Avec un bel imaginaire en plus de ça, donc oui, c'est absolument passionnant. Bon, écoutez, tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir reprendre vos rencontres. Annie, ça me fait plaisir de te voir aussi. Et à très bientôt, donc j'espère des visus, mais essayez en tout cas de tenir jusqu'à ce que vous puissiez vous rencontrer physiquement. Et bonne continuation en tout cas à l'Université populaire.